Le dernier mandat s'est déroulé dans une conjoncture, je dirais, particulièrement difficile si on regarde au niveau fédéral avec l'arrivée d'un gouvernement conservateur majoritaire, alors qu'il a été élu le 2 mai 2011. Harper et compagnie se sont vite mis au boulot pour commencer déjà à sabrer, à couper dans les doigts. Il s'est attaqué au groupe canadien qui faisait la défense des droits. On parle des droits des femmes, on parle des droits autochtones, on parle des droits et démocratie, entre autres, on parle des droits des travailleurs-travailleuses. Ça a été vraiment, je dirais, sa mission, c'était vraiment écraser les groupes de défense des droits. On a vu aussi la loi, le durcissement au niveau criminel envers les jeunes contrevenants. Il y a eu la question d'ingérence au niveau des négociations, un droit fondamental. Alors, le gouvernement, sans gêne, s'est ingéré dans ce domaine-là. Air Canada, Post Canada, Canadien Pacifique, avec des lois spéciales pour empêcher les gens d'exercer des moyens de pression et obliger les gens dans un état de faiblesse à régler avec l'employeur. On voit très bien toute l'idéologie de ce gouvernement conservateur-là qui est clairement de droite. On n'a qu'à penser au registre des armes à feu. C'était quelque chose qu'on avait été déjà voté dans le passé, qui menait des effets très positifs. Et ça, ce n'est pas seulement les groupes de pression qui le disaient, entre autres nous à la CSN, mais il y avait également les corps policiers qui le disaient un peu partout que c'était important de les conserver. Mais qu'est-ce qu'a fait le gouvernement? Il l'a clairement éliminé. 2 lois, ça c'est vraiment du jamais vu, des lois omnibus. Alors, c'est des projets de loi contenant plusieurs modifications qui ont modifié à la fois plusieurs lois, plusieurs régimes administratifs. Et là, entre autres, dans le dernier loi omnibus, on a vu aussi la réforme brutale au niveau de l'assurance-emploi. Et toujours avec un discours, il faut que ça coûte le moins cher possible, il faut qu'on soit capable d'économiser, alors que c'est une honte, un discours comme ça. On sait très bien que le gouvernement fédéral n'investit plus dans le régime de l'assurance-emploi depuis maintenant 2005. Alors qu'il se permet de dire qu'ils veulent économiser, ils veulent que ça coûte moins cher possible. Et c'est les travailleuses, les travailleurs et les employeurs qui se payent ce régime-là. À chaque année, nous analysons avec les organisations syndicales, mais aussi avec les autres groupes sociaux qui font partie de nos vastes coalitions, de quelle est la priorité à dégager. Bien sûr, cette année, en 2013, la priorité, c'est la lutte contre la loi qui vient changer de façon brutale les règles de l'assurance-emploi. Il nous semble que ça va être très important. Et ça, c'est tout le monde qu'il faut mettre la main à la pâte, coude à coude. Il ne faut pas lâcher. On pense que c'est une lutte très importante parce qu'on s'attaque aux plus démunis, aux plus fragiles dans la société. Au niveau de la réforme, on voit très bien, là, ce qui est cherché, c'est de créer des classes, c'est vraiment diminuer, de réduire la qualité de l'emploi en obligeant les gens à prendre des emplois, même à 100 km de chez eux. C'est une honte au niveau de ce gouvernement-là, mais c'est épouvantable, c'est une catastrophe pour les régions. Ça va amener un exode des régions, ça va amener les gens à se déplacer à des grandes distances. Cette façon de voir de ce gouvernement-là, qui se rapproche beaucoup du Tea Party américain, on voit très bien que pour eux, les groupes organisés dans la société d'aujourd'hui, c'est le mouvement syndical. Alors, ils ont donné le grand coup à la fin de 2012 avec le C-377, où là, selon eux, ils visent la transparence économique, le droit au public de savoir à quoi servent les cotisations syndicales. Mais on sait très bien que c'est tout simplement une attaque en règle au niveau de la droit d'association du mouvement syndical. Pourquoi cibler le mouvement syndical alors qu'on ne se questionne pas du tout sur l'Institut économique, sur l'Institut Fraser, sur le Conseil du patronat? De quelle façon est-ce qu'eux, ils se financent? De quelle façon est-ce qu'ils utilisent leurs argent? Ça, on s'en préoccupe très peu et pas du tout, mais le mouvement syndical, c'est vraiment devenu la bête à abattre pour ce gouvernement néolibéral-là. Une attaque personne n'a vu venir, c'est dans le dernier budget fédéral au niveau des fonds de travailleurs. Pour bien des salariés, des petits salariés, de la classe moyenne en plus, c'est à leur seule façon de pouvoir mettre de l'argent de côté pour une retraite éventuellement. Et en plus, avec l'abolition de la crédit d'impôt fédéral, on vient attaquer l'économie régionale, l'économie du Québec. Il est clair qu'avec le C-377, déjà voté avant les fêtes par le gouvernement Harper, on rajoute l'attaque contre les fonds de travailleurs, on cible définitivement le mouvement syndical. Au niveau fédéral, l'opposition politique s'organise
Est-ce que ce serait Justin Trudeau, qui vient d'être élu à la tête des libéraux canadiens, qui saurait faire le poids? On verra. Lorsqu'on regarde la démocratie, on ne peut même plus parler de démocratie avec le gouvernement Harper. La façon que le message est contrôlé, on tient les médias à l'écart. Vraiment, tout est très bien planifié et en même temps, là, il y a une obsession chez ce gouvernement-là avec la monarchie. On veut absolument souligner tout ce qui peut être souligné. Les jubilés de la reine, le 200e anniversaire, là, on bat de 1812, mais en même temps, là, pour eux, l'argent n'a pas de fin lorsque vient le temps de souligner encore la monarchie britannique. La préoccupation de ce gouvernement-là pour le Québec, c'est à donner foi dans le dos. Il y a eu 33 milliards de contrats navals qui ont été octroyés. Il y a eu un lancement pour les chantiers navals au pays. On sait que le dernier chantier naval au Québec, c'est le chantier naval de Lévis. Rien, zéro pour ce chantier naval-là. Et on sait que c'est une erreur parce que le seul chantier naval qui était capable d'assumer dès le lendemain les contrats, c'est le chantier naval de Lévis parce que c'est le chantier naval qui a le plus grand cale sèche. C'est le chantier naval qui a les meilleures installations pour recevoir le contrat. Et c'est encore la continuité au niveau de la façon qu'on voit le Québec. C'est pas important pour ce gouvernement-là. On a vu le mouvement avec les indignés là, qui parlaient au nom de la population, le 99% des gens qui ont peu comparé à 1% qui a tout. Alors, on a vécu les campements un petit peu partout au Québec et aussi ici dans la région de Québec. Cette mobilisation-là a été suivie cette année par la mobilisation des peuples autochtones. Et on a vu la grève de la faim qui a été entamée par la chef autochtone Thérèse Spence, tout simplement pour une rencontre avec le gouvernement, pour qu'on puisse discuter, qu'on puisse regarder les problèmes qui opposaient le peuple autochtone au gouvernement canadien. Il a choisi de prioriser plutôt de rencontrer la chef autochtone. Il y avait le temps pourtant pour rencontrer Justin Bieber, pour rencontrer les participants, les gagnants à Occupation Double. Ça démontre encore la méconnaissance de ce gouvernement et le mépris de ce gouvernement pour la population, pour le peuple autochtone. Le mandat s'est déroulé avec un gouvernement libéral au provincial, mais un gouvernement libéral qui a cherché, je pense, à se faire oublier. Alors, c'était un gouvernement usé, un gouvernement qui fonctionnait avec une odeur de corruption, de collusion. Il y avait beaucoup de revendications très partagées, très généralisées dans la population pour une commission d'enquête au niveau de tout ce qu'on pouvait entendre. Et le gouvernement Charest en tête a toujours refusé pour finalement accepter en bout de ligne. Il s'est attaqué aux doigts des travailleuses et travailleurs accidentés avec son projet de loi 60, où, semble-t-il, il voulait moderniser les lois en santé et sécurité, mais on sait très bien un gouvernement qui utilise les mots moderniser, c'est pas notre conception de moderniser. Il y a eu des démissions successives, plusieurs démissions on a vu partir, parce que là, tout d'un coup, Charest, on a vu l'ancien Charest revenir de 2003 avec les étudiants. Il se comportait là, vraiment là, envers les jeunes, là, voici comment ça va fonctionner, et les jeunes, vous allez rentrer dans le rang. Alors, et on a vu le conflit pourrir, on a perdu le contrôle, la brutalité policière et tout ce qui se passait, tous les gens blessés, tous les actes qui ont été faits, et ce, avec l'approbation du gouvernement. C'est épouvantable. C'est épouvantable et c'est pas digne d'un gouvernement, c'est pas digne d'un premier ministre. Après plusieurs mois de vouloir, et même dire au-dessus d'un an, à ne pas vouloir une enquête, le gouvernement Charest a finalement accepté. Et là, on a vu la commission Charbonneau, qui était quand même très balisée, parce que c'était pas une commission à large, mais c'était vraiment là, juste sur le secteur de la construction. La commission a pris du temps avant de commencer à se mettre en œuvre. Finalement, ça s'est déroulé un peu, et là, on a vu sortir de là des véritables histoires d'horreur. Alors, où on voit là comment il y avait... Et c'est même là, dans les mœurs, on dirait que c'est normal, c'est naturel, tout le paiement, toutes les enveloppes qui se passaient. Et on peut voir maintenant là, le pourquoi du gouvernement à ne pas vouloir procéder là-dedans. Alors, le gouvernement a changé depuis ce temps-là. On a vu arriver le gouvernement du Parti québécois au mois de septembre 2012. L'arrivée du gouvernement du Parti québécois minoritaire avec une femme à la tête, je pense qu'il faut s'en réjouir. Mais il faut, à mon avis, regarder quelles sont les orientations, quelles sont les politiques qui vont être mises sur pied pour améliorer le sort du monde, le sort de la population en général.
Donc, on ne peut pas arrêter avec le constat que nous avons une femme première ministre pour dire tout à fait ce qu'il faut se concrétiser, cette arrivée d'une femme avec les politiques qu'elle va mettre en place pour savoir si elles nous conviennent ou pas. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une femme première ministre en Angleterre, Margaret Thatcher, puis c'est elle qui a été une des premières ministres là, qui a instauré tous les systèmes économiques néolibéraux un peu partout dans son pays et avec les effets néfastes qu'on connaît, dont la privatisation des services publics. Alors, on a vu même avec l'arrivée de cette première femme-là, les attentats le soir même lors de son allocution de victoire. C'est très désolant dans une société de vivre une telle chose en 2012. Avec l'élection de Philippe Couillard à la tête du Parti libéral, c'est clair qu'on dirait que ce parti-là fonctionne à coup d'image. Philippe Couillard, d'ailleurs, qui avait quitté en tant que ministre de la Santé pour aller vers une entreprise privée de santé, s'était même négocié un poste avant de quitter, et là, il revient, ça devient le grand sauveur pour le Parti libéral du Québec. On comprend facilement le désabusement et le cynisme de la population face au monde politique. Être conservateur, est-ce que c'est une maladie contagieuse qui s'attrape? C'est la question qu'on se pose quand on voit Agnès Maltais qui dénonçait la réforme au niveau de l'assurance-emploi. Elle s'en va à Ottawa, elle revient de là et de façon sournoise, elle fait passer la réforme au niveau de l'aide sociale avec exactement sous le même modèle que la réforme de l'assurance-emploi. C'est inacceptable. C'est clair qu'on a un cas patent là où on parle des deux côtés de la bouche en même temps. Quand on parle de cynisme chez la population, un aspect qui en rajoute, c'est toute la question des nominations politiques partisanes. Le PQ a toujours dénoncé ça dans le temps au niveau du gouvernement Charest, mais là maintenant, depuis le PQ est au pouvoir, ça fait quand même pas longtemps, mais on dirait qu'ils ont un record au niveau des politiques partisanes. Et on doit souligner absolument le tout dernier, c'est Pierre-Carl Pellado, qui a été nommé comme président au conseil d'administration d'Hydro-Québec. Loin d'être un modèle en relation de travail harmonieuse, il est quand même nommé et il veut servir, il renonce à son salaire. On comprend mieux aujourd'hui l'acharnement de Pauline Marois et d'Agnès Maltais pour faire accepter la loi 204 qui venait mettre à l'abri toute poursuite possible dans le contrat de gestion de la Ville de Québec et Pellado. C'est presque incestueux. On a vu au niveau fédéral Harper qui a renié les engagements du Canada pour la poursuite au niveau de le protocole de Kyoto. L'environnement est à plus une priorité et d'ailleurs les prix Citron, il y en a eu plusieurs pour le Canada. On est devenu vraiment, c'est même rendu gênant mondialement. Au niveau provincial, on a vu Charest que lui, c'est à le plan Nord, c'est à son gros morceau, c'est à l'exploitation de nos ressources naturelles. Là, c'est vraiment le cas, il l'a déjà dit, Québec is open for business. Alors, pour lui, le Québec est à vendre et c'est nos ressources naturelles qui allaient être exploitées par plusieurs industries. Avec le discours qui se tenait au niveau fédéral et provincial, et on regarde, ça a même été repris au niveau municipal, parce que lorsqu'on regarde le maire de la Ville de Québec, Régis Labaume, c'est vraiment un produit de ce droite-là. Alors, avec un discours très, très populiste, c'est un discours que le monde aime bien, parce qu'ils disent c'est pas la langue de bois. On comprend tout le cynisme qui a été engendré avec tout ce qu'on a entendu au niveau de la commission Charbonneau. Ça a donné lieu à des gens qui ils parlent comme nous, ils disent les vraies affaires. Même si au niveau de le contenu, il n'y a rien, et même si au niveau de le contenu, on ne cesse de dénigrer les gens parce que c'est comme ça, c'est très peu de projets constructifs, à moins qu'on veut parler de l'amphithéâtre de la Ville de Québec. Un amphithéâtre au grand coût de 400 millions de nos fonds publics, de nos taxes, de nos impôts qui seraient investis dans un amphithéâtre. Et où là, on a signé une entente de gestion avec Québécois Média, avec Pierre-Carl Pellado, et que lorsqu'on parle de manque de démocratie, on a même empêché les citoyens de contester la légalité de l'entente signée avec Québécois et la Ville de Québec par le biais du projet de loi 204. Alors, projet de loi qui a été pris en charge par la députée Agnès Maltais. Lorsqu'on regarde là, toute la façon que les politiciens, le message, leur façon de gérer, ça fait
un terrain fertile pour l'organisation des forces de droite, qui ont toujours été là, qui ont toujours existé, mais en même temps, c'est des forces qui sont mieux organisées, qui sont plus concertées. On a vu l'ADQ qui est devenu la CAQ, la fondation, l'Assemblée de fondation qui a eu lieu au mois d'octobre 2010, le Réseau de liberté du Québec, c'est le Joanne Marcotte, Éric Duhem et compagnie qui ont choisi de former, pas un parti politique, mais un groupe où là, ils peuvent mettre ensemble les idées libertariennes. Libertarienne, c'est dans le fond, là, pas d'État, du moins le moins d'État possible pour laisser toute la place, au lieu de laisser la place aux collectivités, c'est de laisser la place aux droits individuels, c'est le règle du plus fort qui va réussir et les autres, tant pis pour eux. L'État n'a pas de rôle à jouer dans un tel concept et c'est vraiment le libre marché. Et on voit que ça a un certain niveau de réponse, particulièrement dans la région chez nous, où là, ça fait 2 assemblées qui sont faites et en même temps, il y a des haut-parleurs de cette façon de penser-là, qui sont plusieurs médias, des commentateurs, des chroniqueurs dans la région, qui reprennent ce message-là, qui au quotidien nous submerge. Au niveau général, lorsqu'on regarde le C377, on commence à se questionner sur la formule RAN, la perception obligatoire des cotisations syndicales, même la façon de reconnaître un syndicat, 50% plus 1. Ça fait son petit bonhomme de chemin dans la population, mais ça fait aussi son petit chemin à l'intérieur de nos syndicats, où nos membres font aussi partie de cet auditoire-là et font partie aussi de la communauté. Et malgré cette conjoncture difficile, il y a des femmes et des hommes qui se sont levés, qui se sont tenus debout et qui se sont battus, qui ont lutté pour ce qu'ils croyaient important et pour les principes et pour des valeurs. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on doit retenir et c'est ça l'essence même du mouvement syndical et particulièrement de la CSN. D'entrée de jeu, dire que le développement économique et social est quelque chose de très important au Conseil central depuis des décennies. Mais il faut ajouter également que quand on parle de développement, on y lie le social à l'économique et ce sont des conditions indissociables si on veut vraiment faire quelque chose d'harmonieux, non seulement dans nos représentations, mais dans les résultats que ça peut donner, soit pour nos membres ou soit pour la population en général. Les 3 dernières années sont inscrites dans une conjoncture qu'on peut dire en 2 temps, principalement. La première a été marquée par la fin, on peut dire, là, des effets de la récession économique due à la crise financière de Wall Street et pour se propulser après par un agenda à caractère très économique, mais très politique aussi, des gouvernements, soit fédéral et provincial, pour récupérer les sommes qu'ils avaient investies pour empêcher que la crise ait trop d'effets. On pensera au gouvernement Harper, qui veut arriver à un déficit de 0 2013-2014, et qui l'a repoussé d'une année, et le gouvernement provincial, sous Jean Charest au départ, mais aussi sous les péquistes aujourd'hui, qui veut arriver à un déficit 0 dans le prochain budget, qui ont des conséquences énormes. Au cours des 3 dernières années, l'action et les représentations du Conseil central ont principalement été orientées dans le secteur du social, notamment au niveau de l'investissement que s'est donné le Conseil central pour créer une large coalition dans la région de Québec-Chaudière-Appalaches qu'on nomme Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics. Et cette coalition-là regroupe aujourd'hui 60 groupes membres qu'on retrouve soit des organisations syndicales, des groupes de femmes, des organisations syndicales étudiantes, des groupes communautaires en défense des droits, le droit au logement. Donc, c'est une grande coalition plurielle et qui s'est associée ensemble pour revendiquer les droits sociaux et notamment les batailles contre la tarification, la privatisation des services publics. Mais quand on pense à la tarification, on pense à la taxe santé, on pense à la hausse des tarifs en éducation, la hausse des droits de scolarité, la hausse des tarifs d'Hydro-Québec. Et au-delà de tout ça, c'est les répercussions qu'ont ces hausses-là sur les travailleuses et les travailleurs, la classe moyenne, mais notamment les gens qui ont des revenus plus modestes dans notre société, qui ont assumé ces hausses-là sans que leurs revenus aient pu suivre.
Une des grandes étapes de cette coalition-là a été, entre autres, de travailler à monter des états généraux du mouvement populaire et syndical, où on a mis en commun nos revendications et nos orientations qui ont débouché sur des plans d'action qui ont été décidés et qui se sont traduits, ces plans d'action-là, dans plusieurs actions communes dans la région. Notamment, on pensera au Conseil général du Parti libéral du Québec, on pensera aux 2 premiers mai, les 2 derniers 1er mai, où on a mis nos revendications en commun. On pensera également à de nombreuses visites éclairs en coalition à des bureaux de députés, toujours pour revendiquer l'abolition de la tarification et de la taxation pour les plus démunis et pour la classe des travailleuses et travailleurs. Quand il s'agit de batailles de citoyens et de citoyennes pour garder les services près de la population, notamment en santé, le Conseil central a également été présent dans celle qu'ont mené les citoyens et les citoyennes de Charlevoix avec les syndicats sur la question de garder les 2 établissements dans Charlevoix-Est et dans Charlevoix. Donc, l'hôpital à Baie-Saint-Paul et l'hôpital à la Malbaie. Et ça, c'est des enjeux majeurs. Et au tout début, on se rappellera, c'était une belle occasion pour le gouvernement qui était en pleine période de coupure, comme toujours, de dire, bon, on va fermer les 2 établissements, on va en faire un à plein milieu, ou je ne sais pas trop où. Et au Yard, le sentiment d'appartenance et la proximité. Encore là, les revendications et la lutte syndicale est venue se joindre à la lutte citoyenne, comme je disais au tout début. On ne peut pas dissocier les deux dans le développement économique et social, les deux vont de pair. Sur le front de l'emploi, c'est quand même un champ où le Conseil central est très présent. Bon, tout d'abord, au niveau institutionnel, si on veut, le Conseil central siège aux 2 conseils régionaux des partenaires du marché du travail et a pu jouer un rôle actif de par son implication depuis des années et à sa connaissance au niveau soit des programmes et des mesures, mais également à partir des grandes revendications que le mouvement a, dont celui de la CSN, et des analyses qu'on a pu développer. On est en mesure de faire des débats parce qu'on sait que ces tables-là, c'est des tables employeurs, représentants d'organisations syndicales et représentants d'organismes en employabilité, les organismes caractère plus sociaux, et on a pu dégager un certain leadership au fil des années par l'étendue de nos connaissances, parce que pour nous, le Conseil central représente des travailleurs, des travailleuses, pas dans un marché du travail, mais dans plusieurs marchés du travail, selon les secteurs d'activité dans lesquels ils sont. Donc, on est présent dans à peu près toutes les activités économiques qui peuvent exister sur le territoire, ce qui nous donne une bonne connaissance de fond des dossiers. Et aussi, quand on fait la grande boucle, où là, on va arriver sur la question des finances personnelles, le Conseil central est présent et siège avec la CEF de Québec, et notamment parce que toute la question de l'endettement personnel a pris une ampleur incroyable. On n'a qu'à voir, là, ils nous sortent des statistiques régulièrement. C'est rendu à 152, 154, 156 % du revenu annuel qui équivaut à la dette des personnes. Et ces questions-là sont très, très, très importantes parce que souvent, les augmentations de salaire qu'on n'a pas eues sont compensées par l'utilisation de la carte de crédit. Donc, on sait que les salaires n'ont pas suivi le coût de la vie depuis les 10 dernières années. Ils ont à peine maintenu un rythme de croissance de 1 % plus bas que la vraie hausse du coût de la vie. Donc, il y a eu un besoin de ce côté-là, puis avec un accès qui est encore plus facile au crédit. Et ça nous amène sur l'autre front aussi qui préoccupe avec le vieillissement de la population, c'est toute la question des revenus et de la retraite. Là, en Assemblée générale, encore là, on a tenu une activité de réflexion avec les délégués des syndicats sur l'importance de la question des revenus à la retraite. Sauf que présentement, avec la publication du rapport d'Amour, on connaît davantage l'horizon dans lequel on aura à s'activer dans les prochains mois, les prochaines années. Ce qui est important à retenir, c'est que le rapport consacre l'importance des régimes de retraite à prestations déterminées, ce qu'on a toujours prétendu. De l'autre côté, par contre, il y a un vide, à notre avis, c'est toute la question de la couverture des personnes, des travailleuses et des travailleurs qui n'ont pas de fonds de pension privés. Donc là-dessus, on a un grand chantier de mobilisation pour l'ensemble de la collectivité, en fait. Quoique la rente de longévité, entre autres, là, qui, pour les personnes de 75 ans et plus, amène un élément nouveau qui est fort intéressant. Donc, il faut que tu travailles plus vieux, parce que là, il y a moins de monde pour payer les caisses de retraite. Donc, il y a toute cette question-là qui a un caractère
social très important au-delà du revenu, parce que là, on tente d'individualiser les solutions, alors que c'est des solutions collectives qu'il faut regarder, parce que les dommages vont être trop importants si on y va à cas par cas là-dedans. En fait, vous pouvez voir que le développement économique et social, c'est très large, ça embrasse très large, mais c'est jamais très loin de la réalité de notre terrain syndical. Comme à la CSN, Marcel Pépin, quand il a créé le deuxième front, nous disait: le premier front, c'est la négociation des conventions collectives, c'est l'application des conventions collectives, mais tout ne peut pas se négocier dans une convention collective. Il y a trop d'aspects extérieurs à la vie des travailleuses et des travailleurs qui influent sur même ton travail, que ce soit au-delà de tes conditions, que ce soit ton niveau de taxation, tes services publics. Juste les services publics, on le disait encore, pour un individu seul, la part des services publics dans son revenu, c'est équivaut à 17 000 $ par année. L'assurance santé, l'éducation, c'est des choses qu'on devrait payer si on ne les avait pas publiques. Pour un individu, une famille, c'est 37 000 $. Donc, c'est l'ensemble de ces éléments-là qui font que quand on parle d'un développement harmonieux entre l'économie et le social, parce que l'économie, sans le social, ça n'existe pas, parce qu'éco, on pense à écologie, à environnement, donc c'est des gens qui le font, et l'économie fait vivre une société, fait vivre un environnement. Donc, un sans l'autre, c'est une grande négation de la vraie réalité de la vie. Donc, si on n'est pas là, on manque un devoir syndical de premier front, en fait. Comme on le sait, le Conseil central est un lieu de ralliement et un acteur très important au niveau politique. Lors de notre dernier mandat, nous avons eu à assurer l'appui aux luttes dans plusieurs dossiers. Et on n'a qu'à penser à différentes luttes du secteur médias, du secteur éducation, dans le domaine de la santé et des services sociaux. Quant à la santé et les services sociaux, le Conseil central a pu mener des batailles avec ses syndicats, mais particulièrement avec des groupes communautaires, notamment le regroupement des organismes communautaires en santé et services sociaux, les a appuyés dans leurs revendications. Ils mènent présentement une lutte pour faire reconnaître leur mission et un financement adéquat qui va avec leur mission, qui en est une, qui est importante, qui est complémentaire au réseau public, mais en même temps, ils se sont toujours battus et de pair, on a mené des combats historiques avec eux autres dans la région pour contrer la substitution d'emplois du réseau public vers le réseau communautaire. Donc, la mission qu'ils mènent, elle va en complémentarité avec celle des membres que nous représentons. Les gestes qu'on pose, aussi petits soient-ils, ont souvent des effets insoupçonnés sur notre entourage, sur la communauté, sur la collectivité. Quand les membres du syndicat de Québec-Sud ont décidé de dénoncer les conditions dans lesquelles étaient les personnes bénéficiaires et le fait qu'il manquait de préposés aux bénéficiaires, ils l'ont fait bien sûr pour leurs membres, mais ils l'ont fait aussi pour les personnes aînées et pour lesquelles les membres étaient plus capables de voir les conditions dans lesquelles ils étaient. Quand le même syndicat, avec le syndicat des professionnels des CLSC et CHSLD de la région de Québec, ont décidé de dénoncer les méthodes d'organisation du travail de Proaction, ils l'ont fait, oui, pour leurs membres, mais ils l'ont fait aussi par respect pour la population à qui ils ont à livrer des services de qualité. Quand les pompiers volontaires de la Malbaie ont demandé une meilleure couverture au niveau de leur renouvellement de convention collective, c'est pour la population qui se bat. Quand les jeunes, les étudiants sont dans la rue et exigent d'avoir des frais de scolarité accessibles pour le plus grand nombre de personnes possible, ils le font pour eux, bien sûr, mais ils le font pour les générations à venir, ils le font pour nos enfants. Et ça, c'est une responsabilité de chaque personne de faire la différence, mais c'est aussi une responsabilité qu'on a comme Conseil central de toutes les luttes et de faire en sorte qu'on appuie les gens sans réserve et sans condition. Il y a également plusieurs dossiers où le Conseil central a participé à assurer l'appui. Exemple, les couche-tard, la campagne sur les couche-tard pour améliorer le respect, pour obtenir le respect et également améliorer les conditions de travail
Exemple, également, il y a les centres d'hébergement privés, il y a les responsables en service de garde. Lutte syndicale, lutte sociale, qu'est-ce qui différencie les deux? Nous, on pense qu'il n'y en a pas de différence. Les gens qui livrent des luttes, c'est des gens qui, d'abord et avant tout, exigent le respect. On ne peut pas penser qu'une organisation syndicale toute seule va pouvoir réussir à sauver les acquis puis les améliorer. C'est vraiment en créant un vaste rapport de force et ça, il faut le faire avec les mouvements sociaux. Nous avons toujours été en lien avec les groupes. Je pense de façon très proche, puisque je suis une travailleuse des centres de la petite enfance. Quand on a mené toute la lutte pour la reconnaissance des services de garde, nous l'avons fait grâce à qui? Oui aux travailleuses, oui aux organisations syndicales, mais aussi aux parents qui nous appuyaient, puis différents groupes dans la société, des groupes de femmes qui demandaient un accès au travail, et pour avoir un accès au travail, ça prenait des services de garde. Et c'est très important pour les femmes d'avoir le droit de libre choix, c'est-à-dire c'est un choix que les femmes doivent faire s'ils veulent avoir une maternité ou pas. De plus en plus, on a vu aussi également les groupes pro-vie à être de plus en plus très visibles avec une campagne très agressive, mais c'est important de signaler que ces groupes-là, avec les gouvernements conservateurs en place, sont financés directement par ce gouvernement-là. Alors nous dénonçons ces faits-là et c'est pour ça que nous consacrons toutes nos énergies pour travailler avec d'autres groupes pour la défense des droits des femmes. Le chantier naval à Lauson, comme on le sait, c'est depuis février 2010 que ces gens-là sont en mise à pied et le syndicat a travaillé de concert avec la Fédération et le Conseil central pour tenter de redémarrer l'entreprise. Alors le Conseil central a participé et avec le syndicat et la Fédération à plusieurs conférences de presse, rencontres avec les intervenants socio-économiques pour justement faire pression afin que cette entreprise redémarre encore une fois pour le bien de l'ensemble des travailleurs, travailleuses et de l'économie. Dans le secteur hôtellerie, c'est une lutte qui s'est faite de façon coordonnée. Comme on le sait, tout le monde, je pense, a entendu parler de la lutte, la négociation coordonnée dans le domaine de l'hôtellerie. Il y a eu ici à Québec 3 hôtels qui ont fait la grève. Et on pense au Pur, au Delta et au Hilton qui a abouti à un très bon règlement pour ces gens-là. En ce qui concerne les grèves et lock-out, comme on le sait, on en a eu quelques-unes. En fait, il y a eu le château Mont-Saint-Anne qui a subi un lock-out sauvage pour une durée de 3 mois. Il y a également les municipaux de Saint-Féréol qui, eux, ont fait la grève 8 mois. Autobus Laval aussi. Les travailleuses et les travailleurs d'Autobus Laval ont fait la grève pendant une semaine pour obtenir des conditions de travail décentes, pour obtenir le respect de l'employeur. Oui, il y a eu la lutte syndicale dans les CPE. Dans les CPE, ça a été une très belle coordination de l'ensemble des CPE et avec des mandats de grève forts, ces gens-là, ces travailleuses et travailleurs des centres de la petite enfance ont eu gain de cause. Quand on parle des luttes, qu'elles soient syndicales ou sociales, je pense qu'on sait qu'on gagne ces luttes-là à partir de valeurs qui nous rejoignent le plus. Au Conseil central, bien, des valeurs d'équité, de partage. Et c'est dans ce sens-là que nous assurons l'appui aux luttes. On vit un phénomène qui est inquiétant et qui est triste, là, c'est le phénomène de la banalisation de la violence puis de l'intimidation. Puis là, bien, on dirait qu'il y a comme une habitude qui se prend, que là, c'est devenu acceptable de faire n'importe quoi et que tout ça, c'est justifié par toutes sortes de raisons. Alors là, je pense que tout ça, là, ça s'inscrit dans ce contexte-là. Et comme premier ministre du Québec, moi, je pense pas, là, c'est le temps de se lever et de dire que ces choses-là, ça reflète pas nos valeurs, ça reflète pas ce que nous sommes comme Québécois, ça reflète surtout pas ce que nous voulons comme société. Par rapport aux étudiants, on a, je pense, été au-delà de toute polémique qui peut créer les différentes formes d'action.
Je pense que ce qu'il faut ressortir de cette lutte que les étudiants et étudiantes ont fait, c'est la mobilisation. Et ils nous sont placés devant une autre réalité, que c'est une façon différente de consulter les mains. Je pense qu'on soit pour ou contre, il faut regarder ça, il faut l'analyser, il faut les respecter également. Et je pense aussi que c'est porteur d'espoir, parce qu'à un moment donné, on disait qu'il y avait une génération perdue. Je pense que la génération n'était pas perdue. La génération était un petit peu peut-être en dormance, mais parce que c'est préparé pour une bataille qui doit continuer, et que c'est une bataille, je dirais, que ce n'est pas seulement au Québec qu'elle s'est faite. Elle s'est faite partout dans le monde, ces batailles-là, et c'est les jeunes qui sont en train de les faire, puis il faut être très à l'écoute. Ces jeunes-là, ils se battent pour l'accès à l'éducation, l'accès à des services publics, et ça, c'est fort intéressant. On dit souvent dans la vie, on n'a rien pour rien, mais qui fait de l'immobilisme, encore moins. Alors, on se doit de livrer. Il y a des gens qui voudraient nous rendre coupables aujourd'hui, de nous faire croire qu'on est des gras durs, qu'on n'a plus le droit de revendiquer, qu'on n'a plus le droit de se battre, de lutter dans la vie. Alors, à ces gens-là, il ne faudrait jamais perdre de vue qu'on doit, sans aucune gêne, mais en toute fierté, se tenir debout, solidairement, pour revendiquer d'abord le respect, mais pour les meilleures conditions de travail, les meilleurs salaires, et pour faire en sorte que ça puisse bénéficier le plus largement à la collectivité au niveau de la répartition de la richesse. C'est un cercle tournant, et c'est dans ce cercle-là que nous avons le goût de vivre, que c'est bon vivre, et qu'on pense qu'on peut évoluer collectivement ensemble. Debout! Fier. Solidaire.